Les Vases du Cey, tome 4, le professeur François Vasse, suite. Lundi 4 juillet 2005. Le jour de l'indépendance, de nombreux New-Yorkais avaient l'habitude de quitter la ville, aller à Long Island ou à Fire Island pour faire des grillades en famille. Wilson avait gardé le contact avec le groupe de New-Yorkais qu'Éléonore et François avaient croisé à Barrie et qu'ils avaient retrouvé à Ischia en 2001. Ils allaient fêter l'Independence Day ensemble chez l'un d'eux, qui avait une maison avec jardin à Brighton First Place, à 8 minutes de Brighton Beach, surnommé Little Odessa, à l'extrême sud de l'arrondissement de Brooklyn, le long de la péninsule de Coney Island. À 1 heure de Manhattan, cette plage était accessible depuis le métro de New York. La famille Vasse et Wilson n'avaient eu que 10 minutes de marche pour rejoindre la ligne B qui y menait directement. Ce moyen de transport était à privilégier car à partir de 15 heures, les rues allaient être fermées au niveau des quais. Dès la sortie du métro, ils furent dans un autre monde où régnait une ambiance très particulière car l'endroit procurait un dépaysement absolu. En effet, depuis le début du XXe siècle, c'est le russe qui résonnait dans les rues de ce quartier. On avait l'impression de voir la Russie à Brooklyn, car à Brighton Beach résidaient beaucoup de Russes et d'Ukrainiens. Mais les touristes venaient aussi en masse pour profiter de ces plages et des parcs d'attractions exceptionnels de Coney Island. Le rendez-vous était prévu sur la plage et ils étaient arrivés vers 9h30. Le couple était en terrain connu, avec des personnes avec lesquelles ils avaient sympathisé lors de la tragique journée du 11 septembre 2001. La plupart avaient l'âge de Wilson et donc d'être grands-parents. Ils étaient le seul couple avec des enfants si jeunes. 2 ou 3 autres couples avaient des enfants déjà adolescents ou jeunes adultes. Les Américains avaient connu Lisa alors qu'elle avait 8 mois. Ils la trouvèrent changée. Ce n'était plus un bébé, mais une fillette de 4 ans et demi qui ressemblait trait pour trait à sa mère. Ils firent la connaissance d'Alexandre, qui allait avoir 2 ans, à la fin du mois, un petit blondinet aux cheveux bouclés qui, lui, ressemblait à son père. Le couple eut bientôt plusieurs nounous pour s'occuper des petits. Lisa ravissait les New-Yorkais avec ses yeux turquoises et son bagou. Elle disait quelques mots en anglais et mélangeait allègrement avec le français, et même l'italien quand un mot lui manquait. Éléonore et François durent donner des nouvelles d'Ischia, qui avait laissé d'agréables souvenirs au groupe d'Américains, ainsi que des membres de la famille Vasse-Mazzella, dont les parents de François. Ils turent les événements relatifs à l'enlèvement d'Éléonore. La plage était calme et paisible. La particularité était que les petits commerces installés autour de la plage et les restaurants aux alentours proposaient des spécialités russes et ukrainiennes et que tout le monde parlait russe. Des aires de jeu permettaient d'occuper les enfants. Éléonore profita d'être sur la plage pour faire une courte séance de yoga dans un maillot de bain bleu ciel. François et les enfants se joignirent à elle. Elle pratiqua ses asanas habituels et si François avait bien progressé, il n'avait pas sa souplesse. Mais Éléonore lui avait montré comment adapter certaines postures pendant qu'elle-même réalisait les plus acrobatiques. Ils allèrent ensuite se baigner, jouant avec les enfants, heureux de pouvoir éclabousser leurs parents. Lisa commençait à se débrouiller. La fillette était intrépide et il fallait l'avoir à l'œil. Alexandre, lui, était plus craintif, et surtout, dès qu'il n'était plus dans l'eau, il ne supportait pas d'avoir un maillot de bain mouillé. Systématiquement, il l'enlevait, préférant se balader tout nu. Heureusement, Éléonore avait prévu plusieurs maillots de bain rien que pour lui. Et le temps permettait aux maillots de bain mouillés de sécher rapidement. Le manège du petit garçon amusait beaucoup les Américains. « Dis-moi, mon amour, tu faisais ça aussi quand tu étais petit ?»« Je ne m'en souviens pas. Il faudra que tu demandes à mes parents, répondit-il en riant. Après s'être douché sur la plage et un nouveau changement de maillot de bain pour Alexandre, la petite famille Vasse rejoignit ses amis américains et Wilson. Les plus jeunes ne tardèrent pas à les rejoindre, car l'heure du barbecue approchait. Éléonore avait revêtu un paréo assorti à son maillot, comme elle le faisait à Ischia, ce qui remémora aux New-Yorkais les leçons de danse tahitienne. Il n'en fallut pas plus pour que la jeune femme soit sollicitée pour une démonstration. Un des membres du groupe avait un CD de musique hawaïenne. Le premier morceau était une musique assez douce. Quand Éléonore se mit à danser, le groupe qui la connaissait ne fut pas étonné. Le balancement des hanches et les ondulations de son corps avaient quelque chose d'hypnotique.
et la danseuse racontait une histoire avec les différents mouvements de bras. Lisa dansait avec sa mère et déjà la petite fille bougeait son bassin harmonieusement. Dans le second morceau, il s'agissait de percussions assez lentes au début, puis de plus en plus rapides. Et là, les plus jeunes roulèrent des yeux comme des soucoupes, devant les mouvements de rotation des hanches et des fesses de plus en plus rapides suivant la musique. La danseuse se déplaçait tout en effectuant les rotations rapides du bassin, debout ou accroupie en tournant sur elle-même. François était toujours admiratif devant la capacité de sa femme à faire les mouvements les plus complexes, mais il avait aussi beaucoup de mal à contenir la montée de son désir quand il voyait les mouvements rapides du Faharappu. Il ferma les yeux et respira profondément. Heureusement, la musique s'arrêta et les mouvements avec, ce qui lui permit de retrouver un peu de sérénité. Tout le groupe quitta la plage pour se rendre chez Mr. et Mrs. Harris, après que ceux qui étaient en maillot de bain se furent rhabillés. Mr. Harris était celui qui leur avait donné le film réalisé dans l'hôtel de Bari au moment des attentats du 11 septembre. Sur place, pendant que Mr. Harris s'occupait du barbecue, tout le monde prêta main forte à son épouse pour préparer les tables, amener les salades et les boissons. Les discussions s'engagèrent au cours du repas. « Les plages sont vraiment magnifiques, dit Éléonore. Oui, et le boardwalk aménagé invite à la promenade en bord de mer. Ce quartier de New York est vraiment agréable. Et Brighton Beach est beaucoup plus calme que Coney Island Beach, qui est juste à côté, répondit Mrs. Harris. Et vous qui êtes danseuse, Éléonore, qui aimez tous les types de danse, vous seriez comblée par le programme du BBT, le Brighton Ballet Theatre. C'est l'école du ballet américain-russe. Chaque année, elle propose 2 grandes productions et plusieurs présentations à l'occasion d'événements spéciaux. Elle accueille le festival annuel des enfants, le monde de la danse, et des représentations de casse-noisette. Sinon, de juin à août, le BBT organise un programme estival intensif de danse. New York m'étonnera toujours. J'y ai vécu plusieurs mois, mais je n'étais jamais venue sur les plages. Il est vrai que j'étais en répétition du matin au soir, ou bien je passais des auditions, ou alors j'étais en tournée. Il faut vraiment que vous fassiez un saut à Coney Island, au New York Aquarium, où cohabitent des poissons, des tortues, des otaries et bien d'autres espèces. Et puis il y a aussi des concerts en plein air et plein d'attractions. Je pense que nous allons suivre votre conseil, car les enfants adoreront sûrement l'aquarium, dit François en serrant sa femme tout contre lui. Les jeunes passèrent des titres de l'année en cours, comme Pond the Replay de Rihanna, Hollaback Girl de Gwen Stefani ou Get the Party Started de Pink, sur lesquels Éléonore, qui ne tenait jamais longtemps en place, leur montra qu'elle s'adaptait à tous les genres musicaux. Le corps de la belle danseuse ne fascinait pas que son mari. Un des jeunes adultes semblait particulièrement sensible à son magnétisme. Il est vrai qu'elle était ravissante, dans sa courte robe fleurie laissant le haut de son dos et les côtés de sa taille nue, robe qu'elle avait déjà arborée à Lecce. François s'en amusa au départ, mais finit par ressentir une pointe de jalousie. Aussi, au beau milieu du titre de Pink, il s'incrusta pour danser un cha-cha-cha avec sa femme. Lorsque la musique suivante démarra, You're Beautiful de James Blunt, il la garda pour danser une rumba très sensuelle et poursuivit sur She Will Be Loved de Maroon 5. Il ne la lâcha pas plus pour les 2 salsas qui suivirent sur Enamorame et sur Suavemente, et dansa encore une rumba. « Je t'ai senti tendu, mon amour, sur le cha-cha-cha. Je me trompe ?» demanda Éléonore. « J'ai eu besoin de marquer mon territoire, répondit-il. Tu te sens mieux ? Parce que, au cas où tu l'aurais oublié, je n'aime que toi. Je n'appartiens qu'à toi et à toi seul, précisa-t-elle avant de chercher ses lèvres. Moi, je le sais, mais les autres peut-être pas, répondit-il, encore anxieux. Une des jeunes adultes, quant à elle, s'était particulièrement attachée à Lisa et Alexandre. Quand ils revinrent vers les enfants, après leur danse, ils engagèrent la conversation avec elle. Elle s'appelait Alissa et faisait des études d'infirmière pour se spécialiser ensuite et devenir puéricultrice. Elle était déjà registered nurse et venait de commencer un master à la SUNY Upstate Medical University de Syracuse. Elle faisait du babysitting pour arrondir ses fins de mois et proposait de s'occuper des enfants s'ils avaient besoin pendant leur séjour, pour sortir le soir ou dans la journée. Elle était actuellement en vacances chez ses parents à New York. « Ça tombe bien, dit François,
car Wilson nous a réservé des places pour Mamma Mia à Broadway et pour un concert au Lincoln Center, et il recherchait une baby-sitter pour ces 2 soirs. Eh bien, si vous êtes d'accord tous les deux, je suis votre nouvelle baby-sitter pendant votre séjour. François se retourna vers Éléonore, qui avait repris Alexandre dans ses bras, tout en gardant un œil sur Lisa. « Mon amour, tu n'as encore rien dit. Quel est ton avis ?»« Eh bien, cette proposition tombe à pic. Si tu es d'accord, chérie, c'est OK pour moi, » répondit la jeune femme. « Je vous donne mon numéro. N'hésitez pas à m'appeler, » ajouta Alissa. « Normalement, mercredi, nous aurons besoin de vous à partir de 19h30 pour environ 3 heures, » répondit Éléonore. « Mais je vous appellerai demain au début d'après-midi, car demain matin, je serai au studio Haley pour une répétition. »« D'accord, pas de problème. » Mr. et Mrs. Harris approchaient. « Je vois que vous avez fait connaissance avec notre fille Alissa, » dit Mr. Harris. « Oui, effectivement, et elle vient de nous faire une proposition intéressante, » dit François. « Nous avions besoin d'une baby-sitter et Alissa tombe à pic. »« D'ailleurs, je vais prévenir Alan qu'il arrête de chercher, » dit Éléonore en quittant le groupe, emmenant avec elle ses 2 enfants. Elle voulait observer à distance le comportement d'Alissa. Elle ne pouvait se défaire d'une impression négative. Elle prévint Alan que le problème de baby-sitter était résolu pour mercredi. « C'est formidable, voilà une affaire réglée. Puisque tu es là, Éléonore, je parlais de l'Oktoberfest à nos amis. Je leur expliquais comment se déroulent ces festivités et l'ambiance incroyable. » Elle resta quelques instants écoutant distraitement la conversation. Elle regardait surtout ce qui se passait du côté de la baby-sitter et de François. Son mari discutait avec les parents de la jeune fille, et cette dernière semblait boire ses paroles, comme l'aurait fait toute personne intéressée par la conversation. Le père d'Alissa était médecin, lui aussi. La conversation devait être axée sur la médecine, d'autant que François publiait des articles régulièrement en lien avec ses recherches. Alissa était elle-même infirmière, donc quoi de plus naturel que de s'intéresser à un thème médical ? « Arrête de te faire des films, » pensa-t-elle. Elle reposa Alexandre par terre et prit les 2 enfants par la main pour revenir auprès de François. Elle se serra imperceptiblement contre lui, et il l'enlaça en continuant de converser. La discussion portait effectivement sur une de ses recherches qui intéressait le père d'Alissa. Cette dernière semblait un peu perdue maintenant dans la conversation. Alexandre vint mettre fin aux échanges en réclamant les bras de son père. L'après-midi était bien avancé et Wilson battit le rappel. Il était temps de rentrer. Le photographe avait fait des réservations pour un dîner croisière sur un yacht afin de célébrer Independence Day et voir les feux d'artifice. Il avait préféré cette option pour profiter du feu d'artifice impressionnant qui attirait généralement plus de 3 millions de visiteurs. Ce feu d'artifice, avec ses 48 000 explosions pendant 25 minutes, était en effet l'un des plus importants au monde. Ils auraient pu le voir de Long Island City, du quartier de Greenpoint à Brooklyn, ou depuis Midtown Manhattan, entre la 14e et la 50e. Mais pour avoir une place, il était conseillé d'arriver vers 11 heures du matin pour le feu d'artifice tiré sur l'East River du côté de Midtown Manhattan, qui commençait vers 21h15. Alan voulait que le couple découvre la beauté époustouflante de New York au bord de l'eau lors de cette croisière du jour de l'indépendance. Ils eurent juste le temps de rentrer se changer pour être au départ vers 17h. Une tenue élégante était de rigueur, et Wilson savait que pour cela, Éléonore et François seraient à la hauteur. Et en effet, le couple avait revêtu les tenues qu'ils portaient pour le mariage de Laura. 2 stars d'Hollywood n'auraient pas été plus remarquées. Lisa portait une robe en pierre blanche dont le haut était décoré de motifs en dentelle, le tout avec des ballerines blanches. Alexandre était à croquer, avec un bermuda marine comme le costume de son père, une chemise à manches courtes blanches comme la robe de sa sœur et un nœud papillon rouge comme la robe de sa maman, le tout complété par des sandalettes marines. Éléonore et François, avec leurs enfants dans les bras, observèrent ainsi le coucher du soleil et l'éclairage de la ville lors de ce dîner croisière de 5 heures le long du fleuve Hudson. Après le délicieux dîner buffet, la piste de danse avait immanquablement attiré Éléonore, qui cette fois dansa exclusivement avec François, ravi de cette aubaine. Ces 2-là dansaient si harmonieusement ensemble que personne n'osa inviter l'un ou l'autre. Certains hommes auraient bien invité cette magnifique blonde, mais son partenaire ne la lâchait pas. Certaines femmes auraient apprécié se retrouver dans les bras de cet homme séduisant et si bon danseur, mais ils ne les voyaient même pas.
Il s'interrompit entre deux séries de danse pour s'occuper des enfants, confier quelques minutes à Wilson, et les emmenèrent voir les feux d'artifice illuminer le ciel. Tous profitèrent de la vue imprenable sur les toits illuminés de Manhattan et l'Empire State Building depuis le pont en plein air. Ils purent voir aussi également en gros plan la Statue de la Liberté, Ellis Island et d'autres encore. Le yacht débarqua tous ses passagers vers 23 heures sur le Chelsea Piers, à 30 minutes en métro de l'appartement de Wilson. Lorsque les enfants furent couchés, Éléonore se blottit contre François, silencieuse. « À quoi penses-tu » demanda François en effleurant la courbe de ses hanches, ce qui la fit frissonner. « À la baby-sitter. J'aimerais pouvoir m'en passer. »« Serais-tu jalouse par hasard ? Autant que toi quand tu es venue marquer ton territoire. Et je n'aimerais pas qu'elle empiète sur le mien. Je n'ai pas aimé ses regards sur toi. Je l'ai observée de loin pendant que tu discutais avec son père. Elle buvait tes paroles et son regard m'a rappelé le mien quand j'ai envie de toi. Je n'ai rien remarqué. Tant mieux, continue à ne pas la remarquer, elle. » François se redressa pour mieux la voir. Elle avait les larmes aux yeux. « Mais c'est que tu es vraiment jalouse ?» dit-il en la couvrant de son corps. « C'est pour ça que tu es venue te coller à moi pendant que je discutais avec Mr. Harris ? Mon amour, tu es la seule que je désire, et je peux te le prouver tout de suite. » Il joignit les gestes à la parole, et la jeune femme répondit à son désir avec fougue. Mardi 5 juillet 2005. Éléonore s'était levée assez tôt pour sa séance de yoga avant que les enfants se réveillent. Et après le petit déjeuner, la famille et Wilson se rendirent au studio Haley. June Johnson attendait Éléonore, qui la suivit en salle de répétition. La directrice artistique présenta la jeune femme au chorégraphe et aux danseurs. François s'installa avec Alexandre au fond de la salle, comme il le faisait à Rouen quand il venait voir sa femme danser. Wilson, lui, s'était armé de son matériel photo pour saisir les moindres mouvements des danseurs et surtout d'Éléonore. Lisa n'était pas loin de son père, mais elle avait envie de danser. La répétition commença. Éléonore avait gardé son cache-cœur et son pantalon d'échauffement sur sa brassière et son shorty de danse, et ne le retira que lorsqu'elle se sentit prête. Cette partie de la répétition ne l'inquiétait pas, mais ensuite elle allait devoir intégrer très vite les routines travaillées par les danseurs de la compagnie. Les danseurs avec lesquels elle évoluait avaient tous au moins 10 ans de moins qu'elle. Mais impossible de voir la différence, selon François. June Johnson, elle, avait le sourire. Le chorégraphe, lui, était très surpris par cette Française qui, en quelques minutes, avait déjà intégré les éléments de la chorégraphie. Elle maîtrisait parfaitement la technique et aussi l'expressivité que n'avaient pas forcément encore acquis les plus jeunes. « Stop !» dit le chorégraphe. « Sauf Haley. Venez derrière moi et regardez. » Il relança la musique. « À toi, Haley. » La jeune femme reprit la chorégraphie, plusieurs fois, à la demande du chorégraphe. « Voilà ce que je veux, finit-il par dire. Maintenant, on reprend et on y met toutes ses tripes. » Lorsque le chorégraphe décida d'une interruption, June Johnson revint vers l'ancienne recrue de la compagnie. « J'étais sûre que tu n'avais rien perdu. Toujours aussi technique, avec plus de maturité dans ton art. Je suis sûre aussi que tu as continué à chorégraphier. Je ne peux pas m'en empêcher. J'aimerais que tu me montres ça. Mais avant, je voudrais une impro sur une musique de mon choix. »« Ok. » Quand retentit You're Still You de Josh Groban, Éléonore s'élança, l'esprit focalisé sur François, qui la contemplait depuis le fond de la salle. Les danseurs l'observaient avec attention. Même dans l'improvisation, la gestuelle était parfaite, et la jeune femme vivait sa danse. En témoignait le passage au sol et son bras tendu vers l'homme de sa vie par l'intermédiaire du miroir. Le chorégraphe et la directrice artistique se regardèrent sans rien dire. Ils débrieferaient avec les danseurs plus tard. « Et maintenant, quelles sont tes dernières chorégraphies ? » ?»« Je vais faire venir un peu de France et d'Italie. Ne me quitte pas de Brel et Adagio de Lara Fabian. » Lisa amena le CD où sa mère avait gravé les musiques de ses principales chorégraphies. « Ça va nous changer, dit Johnson. Allez, c'est parti. Regardez bien le travail de la danseuse et chorégraphe attentivement. » La chorégraphie de Ne me quitte pas mettait en avant l'interprétation des paroles en plus de la technique.
François ne pouvait s'empêcher d'y voir un message, surtout depuis ce qui s'était passé la veille et cette anxiété qu'avait manifestée Éléonore à propos de la baby-sitter. « Je ne te quitterai jamais, mon amour, pensait-il. Je t'aime comme au premier jour. Personne ne pourra te remplacer, jamais. » La seconde chorégraphie sur Adagio était, elle, très technique. Mais François, tout en admirant la danseuse, entendait les paroles. Il se souvint de ce que lui avait dit Steph lorsqu'il l'avait vue danser la première fois. « Tu l'inspires. » Toutes ces chorégraphies, ou presque, lui étaient dédiées. Il le ressentait aujourd'hui plus que jamais. Il se remémora la citation de Michael Jackson qu'elle avait débitée en larmes à Louis. « Quand je danse, je ne pense pas. Penser, c'est la plus grande erreur que puisse faire un danseur. Il faut ressentir les choses. Vous devenez la basse, vous devenez l'orchestre, vous devenez la clarinette, la flûte, la percussion. » Ces chorégraphies montraient toutes qu'elle ressentait la musique et les paroles. Ce n'était pas un hasard si toutes les musiques et chansons de ces solos évoquaient l'amour dans toutes ses déclinaisons, de la joie à la souffrance. Il était dans ses pensées quand la musique s'arrêta. Il ne vit même pas Éléonore discuter avec le chorégraphe et prendre congé des danseurs. « François ? François, entendit-il. Il émergea soudain et croisa le regard vert qu'il aimait par-dessus tout et lui sourit. « Je pensais à la citation de Michael que tu avais récitée à Louis un certain soir. »« Oui, je me rappelle. J'exprime toujours mes émotions quand je danse. C'est justement ce dont nous discutions avec Johnson et le chorégraphe, et toutes mes émotions sont le plus souvent liées à toi. Mais rassure-toi, quand je danse sur une chanson triste comme Ne me quitte pas, j'exprime l'émotion contenue dans la chanson tout en me référant à ce type d'émotion ressentie à un moment de ma vie. Mais ce n'est pas forcément l'humeur dans laquelle je suis aujourd'hui. Je préfère quand elles expriment la joie plutôt que la tristesse. Mais il faut avouer que ces deux chorégraphies sur des chansons tristes sont parmi les plus belles que tu as créées. Mais heureusement, grâce à toi, j'ai découvert le bonheur d'aimer et d'être aimée. Mais c'est tellement beau que parfois je me dis qu'il y aura un jour un prix à payer et j'ai toujours peur que ça s'arrête. D'où ma crise de jalousie d'hier, ajouta-t-elle avec un sourire. Tu ne crois pas que nous avons déjà donné dans le genre prix à payer, avec les épreuves que nous avons déjà vécues? Tu as raison. Vivons pleinement le jour présent. Nous sommes tous ensemble et je t'aime comme au premier jour, et même plus. Mais tu sais que chez moi, beaucoup de choses passent par la musique, et d'ailleurs ça me fait penser à une autre citation de Michael. La musique est la bande originale de la vie. Elle joue la mélodie de notre être. Un vrai philosophe, ce Michael. Pendant toute cette matinée, Wilson avait pris des centaines de clichés. Après s'être changé à l'appartement pour revêtir une tenue plus légère, en lien avec la température extérieure, et avoir rappelé Alyssa pour le babysitting du lendemain soir, Éléonore proposa à Wilson de les accompagner pour déjeuner au Ed Lobster Bar sur Grand Street, une vingtaine de minutes de métro de chez lui. Il s'agissait d'un établissement réputé pour ses plats à base de homard, avec notamment le fameux Lobster Rolls. François n'avait aucune idée de l'endroit où il allait se retrouver ensuite. « Où nous emmènes-tu cette fois ?»« À Soho, qui se trouve à l'ouest de Little Italy, que je te ferai peut-être découvrir aussi si nous avons le temps. Sinon, ce sera pour une autre fois. Tu vas voir, ce quartier peut se montrer à la fois moderne, chic et très vivant dans certaines zones, et beaucoup plus calme et reposant dans sa partie résidentielle. Soho est un endroit incontournable pour ses magasins et ses boutiques de mode, mais comme tu le sais, les boutiques, ce n'est pas mon truc. »« Tant mieux, moi non plus, répondit François en l'enlaçant. Et il y en a deux dans la poussette qui s'en moquent éperdument. En effet, Lisa et Alexandre faisaient leur sieste postprandiale. Wilson était reparti vaquer à ses occupations. « Si je t'emmène dans ce quartier où tu te trouves déjà depuis ce midi, c'est surtout pour te montrer les bâtiments industriels à l'architecture atypique. En revanche, nous ferons l'impasse sur les musées et les galeries d'art, car avec les enfants, ce n'est pas très indiqué. Et en plus, je sais que l'art contemporain n'est pas ce que tu préfères. » Quand je vivais à New York au début des années 90, c'était le quartier privilégié par les artistes, et il y avait plus de 300 galeries d'art. Depuis, les prix de l'immobilier ont tellement grimpé que beaucoup d'artistes ont été contraints de partir vers d'autres secteurs plus abordables,
comme Brooklyn. Aujourd'hui, Soho est surtout devenu un lieu très touristique, mais pas partout. Il y a un lien avec le Soho de Londres, parce que celui-là, je le connais bien. Aucun rapport avec le quartier de Soho à Londres. Celui-ci s'écrit d'ailleurs différemment, car il signifie South of Houston Street. Donc nous avons le So, S majuscule et O minuscule de South, et le Ho, H majuscule et O minuscule de Houston. En fait, ce quartier est au sud de Houston Street. Au nord, tu as donc Houston Street, au sud, Canal Street, à l'est, Crosby Street et à l'ouest, la 6th Avenue et l'Hudson. Donc, tu vas me montrer des bâtiments industriels. Tu sais que c'est mon frère que tu aurais dû emmener. Il pourra toujours venir avec Gabriella. Moi, c'est avec toi que je veux être. Et là, c'est l'aspect historique qui est intéressant. Et tu sais que j'adore l'histoire. Au XIXe siècle, le quartier abritait une zone industrielle surnommée Hell's 100 Acres. Sympa comme nom. Jusqu'à la première moitié du XXe siècle, l'industrie textile s'était grandement développée dans ce secteur. C'était un peu l'équivalent new-yorkais du Sentier de Paris. Soho fait partie des lieux au monde qui comptent le plus de bâtiments réalisés en fonte, qui avec la révolution industrielle était devenu un matériau plus économique que la pierre ou la brique pour réaliser les structures et les façades des usines, mais également pour construire des immeubles résidentiels. Puis à partir des années 1960, les bâtiments industriels, les fameux cast iron buildings, ont été abandonnés, mais ils témoignent de l'activité intense du quartier lors de la révolution industrielle. C'est à cette époque que de nombreux artistes se sont installés à Soho. Dans les années 70, le quartier est devenu un district historique et de nombreux bâtiments industriels ont été entièrement reconvertis en loft et en studio, avec l'envolée des prix qui va avec. Ça rappelle aussi certains bâtiments en France, la gare Saint-Lazare, la gare du Nord ou le Grand Palais, entre autres. L'architecture métallique a été beaucoup utilisée en France pour des ponts et des charpentes, mais peu pour les façades, comme c'est le cas ici. À l'époque, les nouvelles méthodes de fabrication, avec la production de pièces standardisées, ont permis non seulement de réduire les coûts de construction, mais aussi de diminuer les risques d'incendie. Les bâtiments de Soho se composent souvent de 5 à 6 étages maximum, avec de grandes et belles fenêtres. Sur leurs façades, les escaliers et les échelles ont été ajoutés à partir du début du XXe siècle. Mais sur les façades, on trouve également de nombreux éléments de décoration typiques de l'architecture européenne, de la Renaissance et du Second Empire, comme des arcades, des corniches et des balustrades. Ils flânèrent dans les rues du quartier pour découvrir les plus beaux cast iron buildings, comme le Gunther Building et le Cheney Building sur Broome Street, le Roosevelt Building et le E.V. Howard Building sur Broadway, ou le Queen of Green Street sur Green Street and Mercer Street. Finalement, Éléonore se laissa tenter par une brève virée shopping dans le magasin Old Navy, mais uniquement pour les nombreux articles de mode pour enfants. En revanche, elle délaissa Bloomingdale's. François estima bien s'en tirer. En arpentant les rues pavées, ils découvrirent les boutiques de créateurs et les grandes enseignes de luxe comme Stella McCartney, Louis Vuitton et Marc Jacobs. Mais Éléonore se contenta de jeter un œil négligemment. « J'ai vraiment de la chance de t'avoir épousée. Tu es la femme la moins intéressée par le shopping que je connaisse. Et pourtant, tu es toujours très élégante. Merci, mon amour. J'aime les beaux vêtements, mais pas traîner des heures dans les boutiques. En général, j'ai une idée précise de ce que je veux, et je vais droit au but. Comme avec moi? Pas tout à fait. Avec les fringues, si je ne trouve pas ce que je cherche, j'abandonne. Avec toi, je n'abandonne jamais, car je trouve toujours ce que je cherche. » Elle en profita pour s'arrêter et l'embrasser en se collant à lui, avec le résultat escompté, mais elle évita d'aller trop loin. « Respire, chérie. Tiens, j'ai une idée qui va te calmer tout de suite. Soho accueille également un grand marché intérieur, Artists and Fleas, situé sur Broadway dans une ancienne usine de couture, avec une quarantaine de stands où des créateurs et des artisans proposent des produits entièrement faits main. Oh non, pas ça. Tu vois, ça marche. Sinon, il y a un paquet de musées. C'est bon, je suis calmée. Les enfants s'étaient réveillés. Il était l'heure du goûter. Eh bien, puisque tout le monde est réveillé, je vous emmène acheter notre goûter, pile sur l'itinéraire vers Little Italy.
Elle prit la direction du sud-ouest sur la 6e avenue avant de prendre à droite sur la 11e ouest et Bleecker Street. Ils se retrouvèrent devant une pâtisserie. « Vous voici devant la célèbre Magnolia Bakery, celle qu'on voit dans Sex and the City. »« Je vois que ton radar à pâtisserie fonctionne toujours à merveille. »« Oui, toujours. Je vous propose un assortiment de mini cupcakes typiquement US. Le classique avec des cupcakes vanille et chocolat. Il y a aussi des cupcakes pour les amoureux, mais sur commande. Les classiques, ce sera très bien. Sinon, il y a aussi des cookies. Leurs banana pudding cookies sont une tuerie. Allez, les deux. De toute façon, 6 cookies et 6 mini cupcakes, soit 12, ça fait 3 gâteaux chacun. Mais bien sûr, répondit François moqueur. Ils se posèrent le temps du goûter dans l'Abington Square, tout proche, où ils trouvèrent un peu d'ombre. Bien, maintenant, l'Italie. Ceci dit, nous allons avoir vite fait le tour, car ce quartier a rétréci. Il s'est fait grignoter par Chinatown, juste à côté. Et la plupart des habitants ont déserté le quartier pour aller dans l'autre Little Italy, celui du Bronx. Éléonore les emmena vers Lafayette Street, afin de voir le Puck Building, un édifice de style néo-roman célèbre pour les figurines dorées sur sa façade, représentant le personnage de Puck de Shakespeare. Puis elle obliqua vers Jersey Street, pour ensuite tourner à droite, dans Mulberry Street, où se trouvait l'ancienne cathédrale Saint-Patrick, important lieu de culte pour les Italiens du quartier, jusqu'à la construction de la nouvelle cathédrale Saint-Patrick sur la Fifth Avenue. La balade les mena jusqu'au bar incontournable de Little Italy, qui avait servi de décor à plusieurs scènes de films, dont Le Parrain 3 et Donnie Brasco, et aussi à des scènes de séries. Mais ce qui attira la jeune maman à 2 minutes du bar, c'était une envie de glace à l'italienne, dans l'un des plus vieux cafés à expresso de New York, chez Ferrara Bakery and Café sur Grand Street. Tu es vraiment incorrigible, Éléonore. Goûte au lieu de te moquer. Et ce que tu ignores, c'est que je ne suis pas venue ici que pour la glace à l'italienne. D'ailleurs, tes enfants ont l'air d'aimer, eux. Si je suis venue ici, c'est pour prendre un de tes desserts préférés pour ce soir. Ils font le meilleur tiramisu de New York. Je vais faire semblant de te croire, surtout que c'est également ton dessert préféré. À toi, dit-il en l'embrassant, puis en lui murmurant « Je t'aime, Éléonore Vass ». Ils rejoignirent en 5 minutes la station de métro pour rentrer avec de quoi préparer un repas italien et le fameux tiramisu de chez Ferrara. Mercredi 6 juillet 2005. Pour bien commencer cette journée, la famille monta admirer le panorama au sommet de l'Empire State Building, à 30 minutes de marche de chez Wilson, parcourant tout Broadway et traversant au passage de nouveau Times Square, d'obliquer vers la gauche sur la 34e Est. Éléonore avait acheté les billets à l'avance afin d'éviter les files d'attente. Le main deck, au 86e étage, plateforme à 360 degrés, leur offrit une vue sur la ville tout entière, mais cette fois sans le vent. Du second observatoire au 102e étage, le top deck, ils purent de nouveau observer le panorama à 360 degrés. Il faisait beau ce matin-là et la vue était incroyable sur Manhattan et sa pointe sud. Ils pouvaient aussi apercevoir d'autres quartiers de la ville, Lower Manhattan, Downtown, Soho, Greenwich Village. Ils avaient aussi une très belle vue sur Central Park, l'Hudson River, l'East River, le pont de Brooklyn et Times Square. Au loin, ils apercevaient la Statue de la Liberté, Ellis Island et le Verrazzano Narrows Bridge. En sortant de l'ESB, ils prirent la direction du Madison Square Park, tout proche. Éléonore savait que dans le nord-est du parc, il y avait un espace de jeu réservé aux enfants qui se réjouirent de se dépenser sur les toboggans ou regarder les écureuils. La plupart des pelouses y étaient également accessibles au public, de quoi paresser allongés dans l'herbe en surveillant les petits. Le parc comprenait aussi de nombreuses statues, comme celle du secrétaire d'État des États-Unis, William H. Seward, connu pour avoir acheté l'Alaska à la Russie. Il y avait des musiciens à plusieurs endroits. Le parc était aussi très fréquenté par les employés des bureaux voisins et par les étudiants du Baruch College, une université située à quelques blocs. Le parc faisait aussi face au Flatiron Building, immeuble dont la forme rappelle un fer à repasser. Ils quittèrent Madison Square pour Union Square,
dans le Lower Manhattan, qui devait son nom au fait qu'il était un carrefour important et historique de Big Apple, et depuis le 19e siècle, un lieu traditionnel de réunion publique contestataire, où le libre discours et la harangue des foules étaient autorisés. Au centre de Union Square se trouvait un petit parc d'agrément et une fameuse statue équestre de George Washington, ainsi que des statues de Lafayette, de Lincoln et de Gandhi. Éléonore réservait une surprise à François dans cette ville bouillonnante qu'est New York, en l'emmenant à l'Union Square Green Market, un marché fermier bio au cœur de Manhattan. Comme quoi, il n'y a pas que des gratte-ciel à New York, lui dit-elle en riant, même s'il domine. En effet, c'est une bonne surprise. Si je t'ai amené ici, c'est parce que je commence à avoir faim et les enfants aussi. Il y a des stands qui vendent des produits à consommer sur place, un peu chers, mais soyons fous. Après avoir repris des forces, ils allèrent à la découverte d'East Village, situé à l'est de Greenwich Village, d'où son nom. Je vais t'emmener dans une partie d'East Village qui s'appelait autrefois Alphabet City, à cause des 4 avenues A, B, C, D qui la sillonnent. Ce sont les seules avenues de Manhattan à porter ce type de nom formé d'une seule lettre. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que les Américains se sont foulés la rate pour donner des noms à leurs rues. Pas faux. En même temps, le système adopté pour les rues, tout à angle droit à New York, facilite grandement la vie des touristes, comme nous. Ah oui, et comment? Les rues vont toutes du sud au nord et leurs numéros vont dans ce sens. Ainsi, la 32e rue est plus au sud que la 42e. Les avenues, elles, vont d'est en ouest, donc la première avenue est celle qui est le plus à l'est. Aussi, pour se promener en ville, il suffit de repérer le numéro et de connaître les points cardinaux. De plus, chaque rue ou avenue possède environ 100 numéros. Pratique pour trouver une adresse. Ouais, c'est pas con. En tout, il n'y a que 11 avenues et 155 rues à New York, dans les 5 boroughs de la ville. Mais il y a une exception. Ah oui, laquelle? Broadway. C'est la seule avenue de la ville qui est en diagonale. Laisse-moi me rappeler les 5 arrondissements. Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, et il m'en manque un. Staten Island. Mais je comprends que tu l'aies oublié. C'est une île qu'on rejoint via les ponts ou le ferry. Et chaque arrondissement est divisé en quartiers, mais là, je ne te demanderai pas de les citer. Tant mieux. En tout cas, pour en revenir à l'East Village, ce quartier était autrefois un coupe-gorge avant de devenir un quartier bohème, plutôt occupé par des étudiants, des artistes. Et puis, il y a moins de touristes. Ils commencèrent par Astor Place, avec des sculptures comme le Cube ou la Rhino Statue, des immeubles modernes et le pâté de maisons de Cooper, avec certains des plus vieux buildings de New York, comme le Colonnade Row, le Cooper Union Building. Ils poursuivirent par St. Mark's Place, la rue branchée et culturelle avec disquaires, tatoueurs et bars sympas, dans un décor d'immeubles brownstones et leurs escaliers de secours sur les façades, souvent peintes par des artistes urbains. Ils atteignirent enfin la fameuse Alphabet City. Maintenant que nous y sommes, je vais te révéler ce que les New-Yorkais disaient à ceux qui osaient s'y aventurer. Avenue A, you're all right. Avenue B, you're brave. Avenue C, you're crazy. Avenue D, you're dead. Rassurant. Et tu m'y emmènes avec les enfants. Épouse et mère indigne, s'exclama François en riant. Rassure-toi, je ne vais pas vous emmener là où c'est dangereux. Nous allons nous contenter de A, B et C. La D est majoritairement composée de buildings HLM. Il y a moins d'intérêt de s'y balader. L'avenue A faisait en effet partie des coins jeunes et branchés de New York, avec beaucoup de restaurants et bars. L'avenue C, appelée aussi l'Osaida Avenue, hispanique, majoritairement portoricaine, était remarquable par ses belles façades colorées et ses habitants, surtout de l'ancienne génération, qui discutaient et chantaient au coin des rues. Au croisement de l'avenue C et de la 6th Street, ils ne manquèrent pas l'Alphabet City Wall, une fresque représentative du quartier. Ils quittèrent East Village en passant par Tompkins Square Park et Astor Place. Et maintenant, où nous entraînes-tu? Un endroit où faire une pause détente et où les enfants pourront jouer, et toi aussi, si tu aimes jouer aux échecs. Washington Square Park,
dans Greenwich Village. Ils passèrent à côté de Washington Square Arch, le monument principal du parc, construit pour célébrer le centenaire de l'investiture de George Washington. Un arc de triomphe plus petit que celui des Champs-Élysées à Paris, mais vraiment magnifique en marbre sculpté. Tous les buildings qui entourent le parc font partie de l'Université de New York. Les étudiants défilent d'ailleurs sous cet arc lors de la cérémonie de remise des diplômes, dit Éléonore en passant. Enfin, ils se retrouvèrent dans un parc paisible et reposant où se côtoyaient étudiants, joueurs sur les tables d'échecs mises à disposition, musiciens, artistes de rue et réalisateurs de films. Une atmosphère assez conviviale qui en faisait un endroit de New York où il était très agréable de flâner. Pendant qu'Éléonore donnait le goûter aux enfants, François regarda une partie d'échecs qui s'avéra assez mouvementée. Et pour cause, les joueurs avaient parié de l'argent. Après avoir marché dans les rues de New York, ils purent se reposer sur un des nombreux bancs du parc en surveillant Lisa dans l'espace de jeu, car Alexandre s'était endormi. Heureusement qu'il y a tous ces parcs pour se détendre, sinon la ville serait invivable, du moins pour moi, dit François. Pour moi aussi, répliqua Éléonore. Heureusement, dans certains quartiers, on retrouve parfois une ambiance de village. Je ne pourrais plus y vivre comme je l'ai fait autrefois. C'est vrai que je passais les 3/4 de mon temps au studio, si ce n'était pas plus, pour répéter, passer des auditions, tourner des clips. Ce n'était pas vraiment une vie. Avec toi, je suis vraiment vivante. François la prit dans ses bras pour un long baiser. Il la garda tout contre lui et elle nicha sa tête dans son cou. Il fallut récupérer Lisa, qui ne voulait pas lâcher les jeux. Heureusement, un groupe de jazz vint lui apporter une autre distraction. Comme sa mère, elle ne pouvait s'empêcher de danser dès qu'elle entendait de la musique. Les parents ne résistèrent pas non plus à danser sur un morceau, tout en gardant un œil sur leur progéniture. Éléonore dut danser sur un second morceau avec Lisa, qui à 4 ans et demi avait déjà un sens inné du rythme. Les 2 prestations avaient attiré les passants qui applaudirent les danseurs. La famille prit congé, non sans que Lisa les remercie, en anglais et en français. La fillette était habituée depuis toute petite à entendre parler différentes langues. Elle parlait français et italien, et parfois mélangeait les deux. Et avec sa tante Lindsay et Wilson, elle baragouinait un peu d'anglais. Plus rarement, un mot d'allemand venait aussi se glisser, souvenir de conversations entendues entre Claudia et Thomas. Ils firent un léger détour pour sortir du parc, afin d'éviter une équipe de réalisation en pleine prise pour un film, comme souvent dans Washington Square Park. La baby-sitter arriva un peu avant l'heure. Les enfants avaient dîné. François était prêt, très élégant dans son costume italien. Éléonore finissait de se préparer. Elle avait préféré en finir avec le dîner des enfants avant d'enfiler sa robe fourreau rouge. Elle s'était maquillée et coiffée avant. Wilson montra pendant ce temps l'essentiel de l'appartement à Alyssa. Cuisine, salon, chambre des enfants et salle de bain. Quand elle vit apparaître la jeune femme dans cette robe, avec à ses oreilles les boucles d'oreilles en or blanc, rubis et diamants offerts par François pour son anniversaire, chaussée de sandales à talons argentés avec une pochette assortie, les cheveux ramassés dans un élégant chignon, la baby-sitter resta sans voix. Le couple était époustouflant. « Vous êtes magnifiques !» Tous les 2, parvint-elle à dire une fois la surprise passée. « Merci, Alyssa. »« Surtout, n'hésitez pas à nous appeler au moindre problème, » recommanda Éléonore. « De toute façon, nous ne serons pas loin. » La jeune maman alla embrasser ses enfants, les serrant un peu convulsivement. Elle avait enregistré leur histoire préférée, celle qu'elle leur lisait toujours avant qu'ils s'endorment, afin de ne pas perturber leur repère. François vint lui aussi leur dire bonsoir. Le trio se dirigea vers le théâtre tranquillement, François enlaçant la taille de sa femme. Il la sentait un peu tendue. « Ne t'inquiète pas, je suis sûre que tout va bien se passer. Et nos enfants sont plutôt faciles à vivre. Alyssa ne devrait pas avoir trop de travail. Peut-être, mais nous ne la connaissons pas vraiment. Détends-toi, nous ne partons pas longtemps. » « Oui, relax, Ellie, dit Wilson. L'appartement est équipé de caméras de surveillance. Rassurez-vous, celle de votre chambre est désactivée, mais pas celle des enfants. » Cette information délivra la jeune maman d'un poids. Elle put profiter de la comédie musicale dont l'intrigue était concentrée autour du succès du groupe ABBA, un groupe qui avait bercé son enfance comme celle de François. Le fait que l'histoire se passe sur une île grecque fictive les ramena l'un et l'autre à Skopelos.
Éléonore ne put s'empêcher de glisser sa main dans celle de François. Cette comédie musicale m'a donné plein d'idées à soumettre à Claudia, Sandra et Steph. Le contraire m'aurait étonné, répondit François avec un sourire, en portant la main de sa femme à ses lèvres. J'ai même des idées de duo mère-fille. Moi, pour l'instant, j'ai un rêve et il n'a rien à voir avec la danse. Je devine, pile ce que dit Meine dans la première partie du refrain de notre chanson. Tu utilises un code secret maintenant ? Mais oui, c'est exactement ça, et tout ce qu'il dit dans la chanson par la même occasion. Quand ils pénétrèrent dans l'appartement, tout était calme. Alissa regardait un film, et pas n'importe lequel. Dancing Machine. Il restait environ 10 minutes avant la fin. Elle voulut l'arrêter, mais François lui dit d'aller jusqu'au bout. Le couple alla voir les enfants pendant ce temps. Ils dormaient tous deux paisiblement. Lorsqu'ils revinrent dans le salon, le générique de fin venait d'apparaître. « Excusez-moi, Éléonore, mais il me semble vous avoir vu dans ce film, je me trompe ?»« Non, c'est bien moi, je faisais partie des danseurs qui faisaient de la figuration, j'avais 17 ans. » « Là où je vous ai reconnu, c'est dans une scène dans les vestiaires. Vous êtes en train de vous recoiffer et Delon vous regarde avec insistance. » « Je ne me souviens même pas de cette scène. D'ailleurs, le film n'a pas marqué les esprits en France, ni ailleurs, je pense. » « Comment vous est venue l'idée de le regarder ? » ?»« Le titre, simplement. Je suis fan des films où il est question de danse. Dirty Dancing, Flashdance, Footloose, tout ça. Ceux que vous venez de citer ont cartonné. Ce n'est pas vraiment le cas de Dancing Machine, précisa Éléonore. « Il est si mauvais que ça ? Demanda François. « Pas tant que ça, répondit Alissa. Vous ne l'avez jamais vu ? Regardez-le, vous y verrez votre femme danser, et puis cette scène du vestiaire. Éléonore y est vraiment belle et en gros plan. Je vous laisse le DVD. Vous me le rendrez la prochaine fois que je viendrai garder Lisa et Alex. » La baby-sitter prit congé. François put enfin se retrouver seul avec Éléonore dans leur chambre. Il la prit dans ses bras et chercha ses lèvres. Un frisson la parcourut de la tête aux pieds. Elle répondit avec ardeur à son baiser et se pressa contre lui. Il descendit la fermeture de la robe qui tomba au sol, la renversa sur le lit et fit glisser le slip brésilien qui l'empêchait d'accéder à ce qu'il désirait. Il se déshabilla prestement et s'allongea à côté de la femme de sa vie. Il la contempla un moment, puis de nouveau explora sa bouche, pendant que ses mains effleuraient son corps en suivant toutes les courbes. La jeune femme tressaillait sous ses caresses. Il se souleva pour la regarder encore. Ses yeux étaient grands ouverts, plus lumineux, et leurs pupilles étaient dilatées, témoignant d'un désir intense. Elle attendait, les lèvres entr'ouvertes. Il l'embrassa de nouveau, couvrit son visage et son cou de baisers, puis sa bouche descendit jusqu'à un sein dont il aspira le mamelon pendant que sa main effleurait les épaules, le bras de la jeune femme, jusqu'à la main, et remonta à l'intérieur. Une onde de chaleur électrisa tout le corps d'Éléonore qui gémissait doucement. La bouche de François continua à descendre jusqu'à atteindre le haut de la fente désirée. Ses coups de langue sur le bouton érigé et la caresse de ses mains mirent les nerfs de sa femme à vif. Elle était plus que prête et lui ne pouvait plus attendre plus longtemps. Il la pénétra d'un coup, donnant libre cours à son désir, allant de plus en plus loin à chaque va-et-vient. Éléonore cambrait le dos pour l'accueillir entièrement. Il se sentait aspiré. La caresse des parois du vagin de la jeune femme, tout le long de son membre viril, commençait à lui faire perdre le contrôle. Il sentait la légère contraction des muscles de la jeune femme, qui accentuait cette caresse, qui l'excitait au plus haut point. Il donna encore quelques coups de boutoir et leurs deux corps se tendirent. Éléonore hurla son nom au moment où il la pénétrait de nouveau totalement, atteignant le sommet de la déferlante de plaisir qui les emporta tous les deux, poussant à l'unisson des cris de jouissance irrépressibles. François resta en elle un long moment avant de rouler sur le côté. Ses yeux bleus la fixaient, éperdus d'amour. Elle lui sourit et se tourna pour lui effleurer les lèvres. « Je t'aime à la folie, François Vasse, et si tu continues à me regarder comme ça, je ne garantis plus rien. Moi aussi je t'aime comme un fou. Mais si tu veux mon avis, il y a une autre personne amoureuse de toi qui était là ce soir. »« Quoi ? » ?»« Alissa. Ce n'est pas moi qui l'attire, c'est toi, mon amour. Si elle buvait mes paroles l'autre jour, c'était à propos de mes recherches, mais quand elle te regarde, toi, c'est autre chose. »
Tu es sûr? J'en mettrai ma main à couper. Tu as vu comme elle a insisté sur les passages du film? Et ce film, elle ne l'a pas choisi au hasard. Et cette fameuse scène du vestiaire qu'elle veut absolument que je voie. Dans mes souvenirs, dans le film, cette scène dure quelques secondes. Delon te regarde avec insistance dans cette scène où tu te recoiffes d'après ce qu'Alissa a dit. Je me rappelle. Oui, je suis en train de me recoiffer. Je suis en train de brosser mes cheveux pour faire une queue de cheval. J'ai les bras en l'air, et ce que Delon regarde avec insistance, ce sont mes seins. Dans cette scène, j'ai les seins nus. Mon Dieu! Et moi qui t'ai dit qu'il n'y avait aucune photo ou quoi que ce soit de compromettant. Elle pâlit en disant ces mots et ses yeux se remplirent de larmes qui se mirent à couler sans qu'elle puisse les arrêter. Elle se sentait mal et se mit à sangloter. François la prit dans ses bras, tout contre lui. « Mon amour, il n'y a rien de grave. On voit tes seins quelques secondes et alors? À l'époque, sur les plages, presque toutes les filles étaient topless, du moins en Europe. Attends, nous allons regarder ensemble et je suis sûre qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. » Il alla chercher le DVD et l'introduisit dans son ordinateur portable. Ils cherchèrent la fameuse scène pendant quelques minutes. La voilà. Tu es vraiment belle, mon amour. Mais on ne te voit que de profil. Donc déjà pour te reconnaître, ce n'est pas évident. Ensuite, on ne voit qu'un sein, petit mais parfait. Et pour finir, le nom des figurants ne figure pas au générique. Donc il est difficile de t'identifier. Il enleva le DVD et éteignit l'ordinateur. Éléonore pleurait toujours. « François, je m'en veux d'avoir prétendu qu'il n'y avait rien de compromettant, mais j'avais complètement oublié cette scène. Pardonne-moi, je ne voulais pas te mentir, je ne m'en souvenais pas. » « Chérie, je n'ai rien à te pardonner, tu n'as rien fait de mal. Cette scène n'est ni érotique ni pornographique. Et tu l'avais oubliée, tu ne mentais pas à ce moment-là. Si tu me disais la même chose maintenant, là, tu mentirais, dit-il en souriant. Je t'aime, mon amour. Tu m'as tout dévoilé de toi, je ne peux pas en dire autant. » Éléonore le regarda un peu affolée. « Ne t'inquiète pas. Ce que je veux dire, c'est que si je devais tout te dévoiler, il faudrait que je te donne le nom de toutes celles avec qui j'ai couché avant de te connaître. Le problème, c'est qu'à part 2 que tu as malheureusement connues, je ne me souviens absolument pas des autres. Et ça, c'est censé me remonter le moral, finit-elle par dire avec un petit sourire. Mais je vois où tu veux en venir. Tu es sûr qu'il n'y a pas de photo de toi topless dans les albums photos de vacances, ajouta-t-il en riant provocateur. Je ne sais plus du coup. Nous vérifierons ensemble quand nous rentrerons. Et maintenant, stop, dit-elle en s'installant à califourchon sur lui. Pour le faire taire, elle glissa sa langue entre ses lèvres et explora sa bouche. Puis ses lèvres effleurèrent le corps de François et descendirent progressivement.